Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Ah, pardon. Ah, voilà. Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode d'Agatha Christie. Si vous nous rejoignez pour la première fois, quelques mots de présentation. Une fois par mois, nous nous réunissons Greg et Delphine avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. Nous parlerons bien sûr des livres, mais également des adaptations que vous pourriez avoir vues ou vouloir voir et de la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur. Pour cet épisode, nous avons invité un ami qui n'a rien à voir avec le monde du podcast. Nous sommes ce soir en compagnie de Vincent, un grand fan de True Crime et membre d'un crime club international, basé à Rome, et qui a accepté de nous accompagner pour cet épisode. Vincent, est-ce que tu peux te présenter et pourquoi as-tu accepté de participer et quel est ton rapport à Agatha Christie ? Et bonjour, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Vincent, je vis à Rome. Je suis, comme l'a dit Delphine, passionné par tout ce qui a un lien au true crime, aux histoires criminelles et aux romans policiers, particulièrement Conan Doyle et Agatha Christie. Et je dois dire que j'en avais lu beaucoup par avance, mais pas celui-ci. Donc j'ai eu le plaisir de découvrir ce livre la semaine dernière. Et merci de m'avoir accueilli dans votre podcast. Eh ben, c'est un plaisir. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré au 4e roman publié d'Agatha Christie, à savoir L'homme au complet marron. Donc Vincent, comme tu nous l'as dit, c'était une découverte pour toi ce livre. Et de manière générale, qu'est-ce que tu en as pensé ? Voilà. Vraiment très général. On te demande juste un avis de quelques mots, on approfondira plus tard. J'ai pensé que c'était un bon livre, assez rapide à lire, pas assez compact, disons, et qui tranchait beaucoup avec les autres livres, romans d'Agatha Christie que j'ai pu lire. Déjà par l'absence de Poirot et par la thématique générale. Donc, bon livre, intéressant et prenant. D'accord, très bien. Vas-y, on va continuer avec la présentation. Vas-y. Générale de l'œuvre. Non, c'est à toi. Présentation générale. Donc, l'héroïne de ce livre, Anne Bedingfeld, est la fille d'un célèbre paléontologue qui vit dans une petite ville anglaise. Malheureusement, la paléontologie ne paie pas, et quand son père meurt, Anne se retrouve riche en tout et pour tout de 27 livres. Elle accepte l'invitation d'une connaissance pour aller à Londres, où elle décide de chercher du travail. C'est alors qu'un jour, elle est témoin d'un accident. Elle attend le métro, et l'homme qui était à côté d'elle se retourne, regarde derrière elle et recule, l'air horrifié. Malheureusement, dans sa panique, il tombe sur la voie et meurt. Anne aperçoit brièvement l'homme qui a effrayé la victime. Un bel homme vêtu d'un complet marron. Grâce à une suite de petits hasards et de coïncidences, elle retrouve la piste de cet homme mystérieux à bord d'un navire de croisière en route pour l'Afrique du Sud. Le titre original de l'œuvre, c'est The Man in the Brown Suit. Autant dire que niveau traduction, ça va. C'est un livre qui a été écrit en 1923, publié en août 1924 aux éditions Bowley Head au Royaume-Uni, et qui est paru en 1930 en France par la librairie des Champs-Élysées, c'est-à-dire plus tôt que les autres romans d'Agatha Christie qu'on a pu lire jusqu'à maintenant. C'est assez bizarre, mais ne cherchons pas. Peut-être que le succès venant d'Agatha Christie sont décidés à publier son dernier roman à succès, puis après ils se sont dit, tiens, on va aller reprendre depuis le début. Je ne sais pas exactement. Donc c'est une œuvre qui fait 251 pages aux éditions d'origine, 252 pages au livre de poche, et dans l'intégrale du Masque, 250 aussi à peu près. 248 je crois de mémoire. Tu l'as lu en anglais toi Vincent ? Oui. D'accord, et il fait combien de pages à peu près en livre de poche anglais ? Je ne sais pas, je l'ai lu sur Kindle. Ah d'accord. Ok. Il fait combien de pourcents sur Kindle ?
100%. Ah, Ah, bah mais magnifique. comme le précédent que j'avais lu, c'est trop bizarre. T'as jamais lu sur Kindle, toi? La traduction des éditions de l'intégrale du Masque, de l'édition française, pardon, de 1932, est de Juliette Paris. Et par contre, je n'ai pas noté le nom du traducteur de l'intégrale. C'est pas... Bravo. Ah bah... Hein, bref. Et il y a eu une nouvelle traduction qui a été faite pour la nouvelle édition du livre de poche par Sylvie Durastanti. Bon, comme d'habitude, je pense que ce qu'on a lu nous a pas paru incohérent, donc je pense que la traduction est quand même de plutôt bonne qualité. On va pas se le cacher, et c'est plutôt agréable pour ce genre d'œuvre. Je pense qu'on peut passer maintenant au résumé. Ouais. Greg, c'est à toi. Résumé complet. Résumé assez complet, Donc oui. Vincent, si jamais Tu n'as pas lu le livre et que tu ne veux pas être spoilé, Non, c'est pas ça. N'importe quoi. Si t'as fait semblant d'avoir lu le livre et que t'étais pas prêt, mais bouge-toi les oreilles parce qu'on va en parler. Mais à l'inverse, si jamais tu veux rebondir sur quelque chose que je dis, parce que je vais parler beaucoup, ou si au contraire tu remarques des oublis ou des inexactitudes, ou si tu veux préciser quelque chose, n'hésite pas à intervenir. voilà. Et Fais comme Delphine, elle me coupe tout le temps. c'est vrai. D'accord. Et pour nos auditeurs, on va chapitrer bien sûr cet épisode, donc sautez tout de suite à la fin si vous ne voulez pas être spoilé. Voilà, quand vous sentez que ça commence à sentir le nouveau pour vous, n'hésitez pas à aller au chapitre Si on suivant. dévoile trop de choses, passez au chapitre suivant. Vas-y Greg, on t'écoute. L'histoire commence après une triomphale représentation de danse. Dans sa loge, la danseuse vedette, une Russe du nom de Nadine, reçoit l'un de ses vieux amis en présence du comte Sergueï Pavlovitch. Une fois seuls, les masques tombent rapidement. S'ils se connaissent, c'est pour avoir œuvré sous les ordres d'un certain colonel, génie du crime qui a la particularité de mener ses affaires en incriminant d'autres personnes et pouvant ainsi perpétrer ses forfaits en toute impunité. Nadine s'enhardit et raconte à son compère d'antan qu'elle a doublé le colonel sur une vieille affaire de diamants et qu'elle compte bien monnayer auprès de ce dernier l'intégralité de sa vie de façade. Son interlocuteur la met en garde toutefois, mais rien n'y fait. Ça, c'était vraiment pour le prologue. Donc, c'est un petit peu séparé de la suite de l'histoire. Et C'est une mise en bouche. Voilà, on va rattacher au fil du roman les wagons avec l'histoire courante. L'histoire principale, son narrateur, c'est Anne Bedingfield. Elle vit auprès de son père, éminent anthropologue dont elle s'occupe pour qu'il puisse poursuivre ses œuvres. En fait, lui, il vit à 100% de sa passion. Et elle, en gros, elle fait sa boniche, quoi. Ouais, en très gros. Hein, ça... Voilà. Et notamment, ils vivent non loin de la grotte de Hamsley. Non, j'ai vérifié, c'est une grotte qui existe vraiment pas sous ce nom-là. Mais a priori, ce serait une référence à la Ken's Caverna. Voilà. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs connaissent. Toi, Vincent, ça te dit rien? Peut-être non. T'es pas spécialiste des grottes anglaises? Pas celle-ci en particulier, non. Mais j'étais en train de regarder pour confirmer, dans la version anglaise, il est archéologue, même si c'est vrai que son étude porte sur la paléontologie. Ouais. Donc, elle énonce sans trop de sensiblerie une absence d'amour vraiment filial entre les deux. Et si bien que lorsque son père vient à mourir, elle n'est pas plus peinée que ça, quoi. Ouais, voilà. C'est... Limite, elles se sont presque libérées de pouvoir vivre la vie qu'elles rêvent de C'est un petit peu l'idée, quoi. Il y avait une espèce de gros boulet vieux et désagréable qui était assez basque. Son père vivait pour ses recherches, Ouais. et donc elle n'avait pas tant d'importance que ça, mis à part apporter à manger et tenir la maison. Voilà. Donc, elle refuse la proposition de mariage d'un docteur qui se présentait. Elle accepte par contre d'aller chez un notaire qui la recueille avec sa femme. J'ai bien aimé d'ailleurs, il y a un petit moment où il parle de la naïveté du notaire qui se dit « Bah oui, je peux inviter une jolie jeune fille chez moi sans que ma femme en porte ombrage. » Oui. Ça m'avait fait plutôt rigoler parce qu'ils avaient un peu présenté les opinions du gars et de la femme qui sont radicalement opposées à ce niveau-là. Donc oui, en fait, et là, on parle aussi beaucoup, mais ça, on en reviendra dans les thèmes, elle parle assez longuement de la lutte perpétuelle entre les conventions et de ce qu'on attend d'elle, et puis les envies, et puis aussi des préjugés des hommes. Oui, ça c'est clair. Ça revient plusieurs fois dans le roman, d'ailleurs. Voilà. Ça. Ah, j'ai noté d'ailleurs la phrase relative
au notaire et puis à la situation. Elle dit « La vie est bien difficile. Les hommes ne sont pas gentils avec vous si vous n'êtes pas jolie, et les femmes ne sont pas gentilles avec vous si vous l'êtes. » Effectivement, il y a de ça. Donc, de toute façon, tout le monde en prend dans son grade, hein, pour son grade, hein, lors des analyses d'Anne, y compris les femmes riches. Ouais. Donc, globalement, comme tu l'avais dit, Delphine, elle s'ennuie ferme jusqu'au jour où elle assiste à un accident dans une gare. Un homme ayant pris peur de quelque chose est tombé sur la voie et est mort, malgré l'intervention d'un soi-disant médecin qu'elle suit et dont elle ramasse un papier qui était tombé de sa poche. Et j'aime bien, c'est qu'elle le suit grâce à l'odeur de naphtaline dont il est imprégné. Ouais, ça c'est un chien truffier. Hein. Déjà, l'enquêtrice de base, elle a déjà des prédispositions, quoi. Enfin bref. L'affaire lui semble étrange, notamment la peur de la victime et l'attitude du médecin. Et après avoir témoigné, elle lit dans le journal le nom d'une autre victime tuée dans une villa à louer au bord de la Tamise. Seul un homme au complet marron, prétendu ami de la victime, semblerait mêlé à l'affaire. Donc elle va au commissariat, elle expose sa théorie, comme quoi les deux meurtres se sont liés, auprès d'un inspecteur qui la prend un petit peu de haut, comme la plupart des hommes dans le roman d'ailleurs. Hein. Tous les hommes d'un certain âge, voilà, ils disent « Qu'est-ce que c'est que cette jeune péronnelle ?» Une jolie jeune fille, elle peut pas utiliser son cerveau, c'est pas possible. Ouais. Donc elle parvient à s'introduire dans le bureau de Lord Nasby, imposant propriétaire du Daily Budget, qu'elle convainc, décidément, de la laisser enquêter pour le compte du journal en lui faisant miroiter des révélations. Avec toujours cette petite remarque sur les femmes. Hein. Ouais, je vous avais donné 2 minutes, vous m'en avez pris 3. Ouais. Un truc très, très, très sympa. Enfin, on sent que le féminisme, mais comme d'habitude hein, chez Christie, le féminisme façon 1920 qui s'invite dans les pages. Bah là, c'est un peu en mode dénonciation quand même. Oui, mais moi je trouve que des fois elle fait aussi des constatations qui en 2022 la feraient passer pour une féministe d'arrière-garde, quoi. Ah bah complètement. Et toi Vincent, le féminisme Oui, c'est vraiment clairement un livre qui est intéressant là-dessus, même si un des thèmes principaux c'est l'émancipation, puisque Anne a pour rêve de vivre comme les héroïnes de cinéma qu'elle suit tous les vendredis. Ouais. Oui. Donc quelque part, elle recherche la liberté, sa propre liberté, et profite un peu de la mort de son père pour pouvoir prendre son départ dans la vie. Donc c'est intéressant. Après, elle fera elle-même la constatation un peu plus tard dans le roman que la vie d'aventurière qu'elle fantasmait est pas toujours aussi sympathique que les films qu'elle voyait, quoi. Mais c'est bien. Parce que forcément, il y a des moments où elle se met un petit peu dans des situations compliquées. Oh, à peine. Donc, comme elle aime bien se faire passer pour des gens, etc., donc elle se fait passer pour une visiteuse de la maison où a eu second meurtre. Elle fait un peu copine avec la gardienne qui lui révèle tout ce qu'elle sait. Par intuition, j'ai mis un limite intuition divine hein, quand même, elle sent que le médecin du métro pourrait être l'homme au complet marron. Elle sent l'odeur de naphtaline. Et elle trouve aussi par chance, avec le stylo qui roule, une pellicule qu'avec ses talents dignes des experts, elle estime datée du jour du meurtre, par rapport à l'épaisseur de la couche de poussière qu'il y a dessus. Donc il dit déjà, franchement, c'était pas son taf, mais elle avait quand même des prédispositions assez extraordinaires, quoi. Mais c'est parce qu'elle a vu plein de films d'aventure. Et elle a vu toutes les saisons des experts à Miami. Ouais, aussi. bah évidemment. Horatio Caine, tout ça, enfin bref. Donc le film se révèle inutile, mais elle trouve la référence correspondant à Kilmorden Castle. C'est en Afrique du Sud. Les chiffres sont quant à eux une date. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'interprète, parce que tout au long du roman, il va y avoir pas mal de... Donc c'est le 17-1-1922, soit dans 3 jours. Mais le Kilmorden Castle, là, c'est le nom du bateau, c'est pas en Afrique du Sud. C'est un bateau qui part pour l'Afrique du Sud. Je crois, oui. Le bateau, oui. Oui, tout à fait. Le bateau qui part le samedi. C'est ça, exactement. De ma part. Donc Anne investit tout son héritage, exactement tout son héritage, pour se payer le voyage. Elle embarque à bord et a tôt fait de faire connaissance avec les membres de l'équipage. Il y a tout d'abord Sir Eustache, propriétaire de la maison du meurtre. Coïncidence. Ah. Accompagné de son secrétaire numéro 1, Paget, ainsi que son second secrétaire, qui s'appelle... Putain, je l'avais noté, alors... J'ai pas le nom sous la main, moi. Si, moi je l'ai... C'est Kilburn, je crois. Rayburn, pardon. Rayburn, autant pour moi.
de Rayburn, dont on verra un petit peu comment il s'est incrusté d'ailleurs dans la suite de Sir Eustache. Oui, parce qu'il y a une alternance entre le récit de ce que vit Anne et des extraits du journal de Sir Eustache. Ouais, ce qui est plutôt pour le coup original comme, Ouais, j'aime bien, comme procédé. Comme procédé, tout à fait. Il y a Miss Blair, une femme très élégante de Paris. Et il y a le Colonel Race, qui est un personnage qui deviendra récurrent chez Agatha Christie. Un homme au visage buriné et semblant en savoir long sur tout le monde. On le dit rattaché au service secret, mais également héritier d'un lointain parent fortuné. Oui. Il y a également un homme d'église appelé Chichester. J'ai beaucoup de mal à... Chichester. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom. Chichester. Chichester. Le révérend Ouais. Edward Chichester. Chichester. C'est ça. À chaque fois, je l'ai noté. Attends, je le note. Il l'a mal écrit à chaque fois. Chichester. Mais oui, mais Et j'étais moi, pour une fois, j'ai persuadé. pas pris le livre avec pour pas faire des bruits de Et page. tu sais que Padgett, à chaque fois, je l'appelais Pratchett. C'était insupportable. Moi, les noms, je galère, quoi. Moi, tu vois, je ferai un très mauvais enquêteur, contrairement à Anne. Anne. Voilà. Donc, suite à une sombre affaire d'échange de chambres, que je vais pas en détailler parce que sinon le résumé va faire 12h50, donc Anne reçoit la visite de Rayburn, qui a été poignardé. Elle le cache alors qu'une femme de chambre annonce qu'un homme erre sur le bateau, puis elle le soigne. Il lui promet un jour de payer sa dette envers elle. Mais elle reconnaît le fameux inconnu, non, du quai de métro. Je sais plus si à ce moment-là, on sait qu'elle l'a l'histoire, reconnu ou pas elle le reconnaît. Vincent, est-ce que ça te dit quelque chose? Elle déduit après qui c'était, mais elle ne le connaît pas. Par contre, pendant sa visite à la maison où il y a eu la première victime, elle se rend compte que l'inconnu du métro était déguisé, qu'il portait une fausse barbe. Ah oui, c'est ça. C'est ça, mais ça par contre c'est aussi un des points communs de tous les romans d'Agatha Christie. Je veux dire, les déguisements c'est vraiment la fête. Hein. Je veux dire, si t'as pas Il y a méga fête. 3 ou 4, ouais c'est ça, elle est sponsorisée par Megafête, les magasins de déguisements. Que toi, Vincent, tu dois pas trop connaître à Rome, mais c'est quoi, Méga Fiesta. Méga Fiesta, chez vous, il n'y a pas des... Détrompe-toi, j'adore me travestir. Et on savait, c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc Anne choisit également de raconter tout, mais quand je dis tout, c'est tout, à Miss Blair qui devient son soutien. En fait, Miss Blair, c'est une femme qui est un petit peu blasée de la vie et qui s'ennuie un petit peu auprès de tout et de tout le monde, et du coup, cette histoire un peu exceptionnelle la tire de son ennui. Fraîchement divorcée, je crois, et à la recherche d'un nouveau mari. Ouais. Non, elle n'est pas divorcée, elle est mariée. Elle est Mariée à un riche... Elle est divorcée plusieurs fois. Oui, et là, elle a un mari très riche en Angleterre qui lui laisse les coups des franches. Actuellement, c'est ça. Elle a un mari, tu comprends que c'est pas le grand amour entre eux, mais qu'ils ont trouvé un arrangement Voilà. qui fait qu'ils arrivent à cohabiter. Et d'ailleurs, peu de temps après cette affaire, Miss Blair reçoit, alors qu'elle est allongée sur son lit, une pellicule. Par le hublot de sa cabine. Voilà. Une boîte de pellicule photo. Une boîte de pellicule, tout à fait. Qui est fermée avec un scotch. Et du coup, Anne, beaucoup plus curieuse que Miss Blair, quand même, elle dit quand même, on va ouvrir. Et là, c'est là qu'elle s'aperçoit qu'il y a des diamants. Des cailloux. Des cailloux. C'est des cailloux. C'est des cailloux. Enfin, pour Anne, c'est des cailloux. Voilà. Par contre, pour Miss Blair, elle se rend compte Ouais. que ce sont des diamants bruts. Et ces diamants font bizarrement écho à une histoire que Race leur avait racontée. C'était une sombre histoire de jeunes gens qui avaient essayé de monter une affaire en Amérique du Sud. Bah, c'était un riche héritier Tout à fait. et son ami d'enfance. Et son ami. Et voilà, en gros, c'était une escroquerie. Ils ont été accusés d'avoir escroqué alors Tout à fait. qu'eux disaient avoir trouvé des diamants en Amérique du Sud. Voilà, Sachant que les deux étaient originaires d'Afrique du Sud. ouais. Et on apprend aussi que c'est le jeune héritier dans cette histoire est en fait le fils du lointain ancêtre dont a hérité le colonel Race. C'est ça. Du lointain ancêtre, pas ancêtre, mais Oui, le ascendant. père, quoi. mais sauf que les deux jeunes hommes sont portés disparus et supposés morts après avoir le combattu riche pendant héritier la- est supposé pendant la mort Grande pendant la Guerre. guerre et l'autre est disparu. Voilà. Après, parce que comme c'est quand même pas une croisière de tout repos, il y a Anne qui se fait agresser, quelqu'un qui tente de la passer par-dessus bord. Ouais. Et heureusement, Rayburn intervient.
Et il met en déroute l'agresseur qui s'enfuit. Il commence à courir après et il tombe ensuite sur Padgett, Le secrétaire, oui, voilà, l'autre secrétaire. effondré par terre. Et Assommé, ouais. et ils en déduisent de manière assez bizarre que du coup, ça doit être lui qui a essayé de les passer par-dessus bord. Et qui s'est Et qui s'est- auto-assommé voilà. en passant la porte. Et qui s'est auto-assommé. Alors là, par contre, du coup, le niveau d'enquêteur est descendu d'un coup. Hein. Mais j'ai eu du mal à comprendre la scène quand ils ont raconté ça, en Bah, fait. moi aussi, c'est pareil. Il me dit, mais pourquoi le mec, il est assommé, ce serait plus logique qu'il se soit fait agresser par le Bah mec ouais. que vous poursuivez, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé de ce passage-là, Vincent, toi? Et trouvé qu'il y avait des moments qui étaient confus et c'en était particulièrement. Ah ouais, Oui, c'est clairement une trame narrative qu'utilise Agatha Christie pour donner l'impression que Padgett est Oui, le voilà. principal suspect. En fait, c'est une façon Voilà. de détourner l'attention. Et s'en ressort avec une pirouette après pour expliquer changer tout ça, encore ouais. oui, voilà. Ouais, mais du coup, c'est vrai que l'histoire tournant autour de Padgett, je trouve que c'est relativement maladroit, en fait. Parce que, oui, on te fait comprendre qu'il y a des secrets, mais il se retrouve à cet endroit-là, mais Oui, parce que Padgett était censé être parti en vacances à Florence à un moment, mais Oui. on se doute qu'il n'y est pas allé, en voilà, fait. il y a beaucoup d'indices dans son comportement, et on l'interroge sur l'Italie, tout ça, et puis il connaît pas trop. D'ailleurs, on verra dans l'adaptation. Que c'est une autre histoire, encore. L'adaptation, il parle, je crois, plutôt de New York. Washington. Ou de Washington, je sais plus. Ouais. Bref, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, Miss Blair et Anne comprennent que la femme de chambre de la nuit de l'agression était en réalité l'homme de foi, qui d'ailleurs semble perturbé par les histoires de Race sur le vol de diamants. Chichester Ouais, Chichester. je vais longtemps hésiter. Donc Chichester, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il a l'air souvent assez mal à l'aise ou rébarbatif. Et puis apparemment, il se déguise en femme la nuit. Ouais. Donc, Bah, du coup, elles en viennent à la conclusion qu'il est peut-être impliqué aussi dans cette histoire et qu'il n'est pas homme d'église. ah et que c'est bah juste oui, un bah déguisement. là par contre, cette conclusion-là, on peut On aurait pu la faire là-bas voilà, aussi. c'est un peu plus facile à faire quand même. On comprend aussi que les diamants que Miss Blair a reçus auraient dû normalement revenir à la femme qui a été assassinée. Parce qu'il y a plusieurs révélations des gens qui se disent « Ah mais non, mais en fait, le 17-1-22, c'était C'est pas le ce truc-là. 1-71, C'était ouais. c'était la cabine 17, c'était celle de la fille, donc de Anne. Et en fait, non. Oui, parce Finalement, qu'il n'y avait pas un point sur le papier, c'était une tache. voilà. Et après, finalement, l'autre dit, mais non, c'est pas 17, c'était 71, parce que le 71, c'est la cabine, là, de Miss Blair. Voilà. Ah, moi, j'ai Qui devait être normalement la cabine de la fameuse Nadine. Mais comme elle est morte et que sa cabine était disponible, c'est Miss Blair qui l'a eue parce qu'elle a demandé à avoir Voilà. une meilleure cabine que celle qu'elle avait. Ouais, ça aussi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'imbroglio concernant cette date, quoi. Je veux dire, s'ils avaient juste mis des slash au bon endroit, on n'en Bah serait ouais. pas là, quoi. Mais je sais pas à l'époque comment on notait les dates. Hein. C'était peut-être normal de noter comme ça sans séparateur. Ouais, mais bon, avec le truc, non, c'est une tache sur le papier. Enfin, C'est pas un point, tout le monde s'est trompé. Ça, c'est un peu. j'ai trouvé ça un petit peu gros quand même. Donc, arrivés en Afrique du Sud, les chemins des amis semblent devoir se séparer. D'autant qu'Anne et Miss Blair se partagent la tâche de suivre les différents protagonistes pour essayer d'y voir plus clair. Anne se fait piéger, pour la première et pas la dernière fois, et séquestrée sous couvert d'une invitation en tant que fille d'anthropologue. Donc elle est invitée par quelqu'un La qui... société, une société d'archéologie Oui, un locale. truc comme ça, ou d'archéologie ou d'anthropologie Ouais. du coin, quoi. Elle y va, bah oui, avec plaisir. Et du coup, elle se fait enfermer. Elle se fait même ligoter, mais elle parvient À se libérer. à se libérer avec une scène qu'on a vue depuis dans à peu près 150 000 films. Il y a toujours un bout de verre ou un bout de métal C'est qui ça. traîne, quoi. Et sur la route pour aller se faire capturer, elle découvre, je sais pas si vous vous rappelez, Le surf. Si, c'est super Oui, important, j'en aussi. reparlerai après. Elle en ça. reparlera plusieurs fois. C'était une grande passion d'Agatha Christie, le surf. Elle parvient à s'échapper, mais entre-temps, elle a quand même pu assister à une conversation où elle voit l'homme de foi qui est en train de discuter avec son ravisseur et qui parle ouvertement du colonel. Donc là, concernant Chichester. Chichester, Chichester, lui, son implication avec l'histoire ne fait plus de l'organisation doute. criminelle, elle est avérée. Anne retrouve ensuite ses amis au grand désarroi de Padgett qui tente de la faire arrêter.
Là aussi, brouillage de piste. Mais elle échappe une nouvelle fois à ses poursuivants et rejoint le train où se trouvaient Eustache, Race et Miss Blair. Eustache qui lui avait proposé un poste de secrétaire, Qu'elle avait refusé. qu'elle avait refusé. Donc, finalement, elle Et du coup, s'incruste dans le train. Ouais, puis et elle le dit, Sir bah, Eustache avait donc une nouvelle secrétaire tout à fait. qui Miss était très, Pettigrew. très androgyne. Hein. Ouais, c'est vrai. Durant le voyage, on apprend aussi la véritable identité de Rayburn, qui n'est autre qu'un des jeunes hommes dont on avait évoqué le cas dans l'affaire des diamants. Donc qui serait l'ami du jeune héritier. Ouais. Donc Harry Lucas. Voilà. Tout à fait. J'ai fait un petit écart dans mon résumé. À un moment, j'ai noté. Il y a toujours un boulet dans les histoires de Christie. Cette fois-ci, c'est Sir Eustache. Parce que... Mais c'est fait exprès. Bah oui, voilà. C'est la manière dont il se présente. Enfin, c'est franchement un beauf, quoi. Oui. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'en fait, on sait, autant il y a des doutes sur le secrétaire numéro 1, on sait que Chichester est quand même au moins impliqué à un niveau ou à un autre, Ouais, et c'est le seul que personne ne prend la peine de suivre, en fait. ouais, Oui. tout à fait. Bah, c'est comme toujours, hein, c'est les gens qui sont Riche et puissant. au-dessus de tout soupçon. Oui, mais je veux dire, quand ils se séparent pour suivre les différentes personnes connectées, Ah Mais bah, elles sont que Chichester, deux aussi. lui, Mais il tout- disparaît, il réapparaît. Mais Anne, Comme elle devait ça, suivre. ouais. Anne devait suivre Chichester, mais elle n'a pas réussi à attraper le bateau avant qu'il parte. Hmm. Le bateau Ah, que ok. Chichester devait prendre, elle n'a pas réussi à l'attraper avant qu'il parte. C'est pour il me ça qu'elle a semblait sauté dans le qu'Anne train. n'avait pas de jet. Ouais. Mais ceci dit, elle raconte aussi toute l'affaire à Miss Blair, et rien ne dit que Miss Blair n'aurait pas pu être Bah de ouais. mèche avec le colonel non plus. C'est Quoi. clair. Le seul moment où on peut quand même la croire de bonne foi, c'est quand elle montre à l'autre « Hé, j'ai trouvé des diamants, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Mais même ça, t'aurais pu dire « Attends, t'as pas regardé, t'as même pas secoué la boîte, c'est le premier truc que tu fais, quoi. » Ça fait un bruit trop bizarre, quoi. Bah ouais. Et j'ai noté aussi à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les personnes, et la manière dont ils étaient décrits et tout, j'ai noté, est-ce que Race et Rayburn ne seraient pas de la même famille ? Et quelque part, j'étais pas... Ouais, J'étais t'étais pas si mal, pas j'étais si pas mal. si mal à ce stade. Mais Bref, chut. elle va recevoir un message de Rayburn qui lui donne rendez-vous près d'une cascade. Mais il s'avère que c'est un piège. Mais là, ils sont bien avancés dans le voyage, ils se sont arrêtés à Kimberley, près Ouais. des chutes Victoria, sur le Zimbabwe. Tout à fait. Se sentant poursuivie, elle tombe de la falaise et elle se réveille bien plus tard sous la surveillance d'une vieille africaine et de Rayburn qui lui apprend qu'il l'a secourue puisqu'il l'a retrouvée accrochée dans un arbre. Là, Vincent, comme tu m'avais dit, c'est vrai que le gars qui vit quand même en pleine nature et puis qui se... Mais non, la Rhodésie, c'est minuscule. Hein, Voilà, c'est ça. Il se dit, j'ai une intuition, je vais faire un tour dans une cascade, et puis bim. Mais non, mais il savait qu'elle était là. Mais à cet endroit précis, à ce moment précis. Mais je pense qu'il n'a pas trouvé à ce moment précis. Je pense qu'il vit depuis des années sur cette île, Ouais, avec sa servante noire. tout à fait. Et je pense que c'est elle. Enfin, et donc il est comme il suivait le convoi et que le convoi est arrivé dans cet endroit-là, il est retourné sur son île. Il l'a trouvé pas loin. Ouais, mais du coup, pas loin. Il l'a tu peut-être vois. entendu tomber ou Voilà, peut-être c'est le bruit ça, des c'est chutes, que- peut-être C'est pas. quand même une sacrée coïncidence. Oui. Quoi. Dis donc, mon repère secret. Mais je pense qu'il l'a surveillé. dans ce que je me rappelle, Pour moi, il la surveille quand même. dans ce que je me... Oui, ce que tu Allô, te rappelles. Vincent Non, je suis en train de revoir le passage. Ouais. Ah, d'accord. Je n'étais au courant de rien, sauf que je vous ai trouvé perché dans la fourche d'un arbre, inconsciente et avec un bras tordu. Donc elle est peut-être restée un certain temps dans cet arbre inconsciente aussi, tu vois. Puisqu'apparemment, il s'est passé un Vous- mois avant vous- qu'elle se mais réveille. vous disiez que vous ne saviez. Attends, je vais le faire en anglais. How did you come to be on the spot in such a marvelous manner? Donc elle lui demande comment tu t'es fait pour te retrouver là quand je suis tombé. Ouais. Et il répond, bah, I live there. Voilà, j'habite là. Oui, voilà, c'est quand même le hasard. C'est quand même un gros coup de bol. Les mecs, Ouais. ils tendent un piège à un endroit d'Afrique, à la nana, et puis c'était pile poil où son amoureux, parce qu'on peut le dire, il y a quand Elle est même... amoureuse de lui, Il oui. y a une relation qui s'installe et qui va... Et puis j'adore le piège. Il pensait lui faire peur. Il pensait pas la pousser de la cascade. Il voulait lui faire peur. C'est Il ça. Ils avaient redessiné la route pour qu'elle aille vers la falaise, ouais. C'est ça. Dans la version française, ils disent même qu'ils ont bougé quelques pierres, ouais, c'est ça, pour... Oui, pour parce que c'est connu que quand t'es poursuivi, tu t'éloignes jamais du chemin. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais.
Ah mais c'est un plan rondement mené. Hein. Ouais. Bref, ils se retrouvent sur une petite île au milieu du fleuve et ils vont vivre ainsi tels des Robinsons Pendant quelques semaines, jusqu'à ce que Anne soit remise. Ouais. pendant quelques semaines. Harry en profite pour lui raconter son histoire, admet être l'homme au complet marron, mais par contre il nie avoir tué Nadine, ce dont Anne est jusqu'ici, persuadée. Ouais. voilà, tout le monde, même tout le monde, parce qu'il est poursuivi, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Ouais, mais Anne a toujours dit que c'était pas lui qui l'avait tué. Mais parce qu'elle est amoureuse. Mais oui, mais bon. c'est pas parce que t'es amoureux de quelqu'un, tu dis, bah non, ça peut pas être lui le tueur, il est beau gosse. Enfin, c'est un peu ça sa réflexion quand même. C'est un peu ça quand même, Voilà. ouais. Donc, il nie avoir tué Nadine, dont lui et John étaient tous deux amoureux et qui les a dupés. Et il juge ainsi que c'est de revoir Harry qui a fait tomber d'effroi le mari de Nadine. Parce qu'on apprend que Ouais. l'homme, le premier Carton. mort, c'est le mari de Nadine. Carton. 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 Non, carton en français, c'est carton, je suis désolé. Ouais, C-A-R-T-O-N, oui, Voilà. carton. Et puis il est tombé sur les voies, ce qui est quand même une des morts les plus connes du monde. Je veux dire, au Darwin Awards, il aurait quand même des points. Donc ils vivent ainsi quelque temps, mais l'île est bientôt la cible d'un assaut qu'ils parviennent à repousser. Donc ils comprennent alors que, Ils ont été découverts. voilà, ceux qui sont après eux ont réussi à les retrouver. Anne et Harry mettent au point un code qui leur permettra de s'identifier en cas de message, pour être sûr. Parce qu'ils vont être séparés. Ouais. Voilà, elle s'est déjà fait avoir une fois à se faire attirer dans un piège, ce qui est déjà la deuxième fois en fait, parce qu'il y avait déjà eu Et le piège du l'invitation surf, avec ouais. Enfin, la pas du surf, compagnie mais- d'anthropologie. D'anthropo-archéologie. Ouais, l'anthropomorphologie. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allusions aussi à la taille des crânes, les Ouais. brachycéphales, les trucs comme ça. Bref. Donc Anne rejoint finalement ses amis. On apprend assez tard dans le roman que Padgett, la raison pour laquelle il était absent, c'était pas du tout pour des manigances, c'était juste qu'il avait une famille et qu'il voulait la voir, un truc de ouf quoi. Ouais, voilà. Et il voulait pas le dire à Sir Eustache parce que Sir Eustache voulait un secrétaire qui soit indépendant et corvéable. Donc en fait, l'ami Padgett, il voulait juste une vie normale. Voilà. Le gars qu'on a essayé de nous faire soupçonner pendant la moitié du bouquin. C'est ça. Là, c'est vrai que ça a fait un peu souffler qui retombe, quoi. Tu dis, ah bon, tout ça pour ça. Anne reçoit ensuite une nouvelle fausse invitation, mais cette fois-ci, vu que... Il sait que c'est un piège. Voilà, vu qu'elle a mis en place un code. Mais le méchant, il aime bien, à chaque fois, il invite, il se dit, bon, elle a accepté 2 fois. La troisième, ça peut que marcher, quoi. C'était une 3e fois. D'ailleurs, à ce moment-là, ils sont à Johannesburg où il y a des conflits sociaux assez importants qui Ouais. se passent avec des manifestations, des barricades, etc. Tout à fait. Et donc elle se jette volontairement dans la gueule du loup, non sans s'être arrangée notamment avec Race, ce qu'on découvrira plus tard. Et cette fois-ci, ils sont mis face à face avec leur véritable adversaire, le colonel en personne, à savoir, comme tu le disais Vincent, Sir Eustache, que personne n'a suspecté jusque-là. Et c'est vrai que là où c'est bien fait dans le roman, c'est que il est tellement décrit comme un beauf, un petit peu indolent, tout ça, qui se laisse plutôt mener par le bout du nez que... Qui est bien capricieux. Et, Oui, mais quand même, il est capricieux, mais il engage quand même un mec qu'il connaît pas. L'autre, il suffit qu'il lui dise 3 fois, puis, bon, ok, je t'engage. À chaque fois que t'insistes un petit peu, le mec, Ouais, c'est vrai. il te laisse le champ libre, quoi. Ouais. Et puis, il y a un procédé narratif quand même. C'est que, en le lisant, moi, je me demandais si Sir Eustache pouvait avoir quelque chose à voir avec disons, les crimes. Enfin, pas les crimes, mais oui, enfin, si, les crimes. Si, quand même. Ouais. Et le fait qu'une partie de la narration soit faite à travers son journal intime laisse à penser qu'il peut être que innocent. Oui, c'est clair. Bah, Puisqu'il est, il est quelque part narrateur à temps partiel. C'est un procédé qu'il réutilisera après avec le meurtre de Roger Ackroyd. Ouais. mais ce qui est rigolo aussi, c'est que déjà, elle nous avait fait un petit peu lire le journal d'un méchant, entre guillemets, dans le précédent, donc c'était Mr. Brown, parce qu'à la fin du roman, on voit des passages de son journal intime, où il dit en gros, haha, je suis le grand méchant, mais personne ne le saura jamais. Et là, de la même manière, à un moment, Sir Eustache dit à sa secrétaire, oui, elle me dit que mon journal en révèle beaucoup sur moi-même, mais en gros, je sais plus comment il tourne ça, mais il dit je peux vous assurer qu'il n'en est rien et Ouais. qu'on ne sait pas qui je suis.
Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais trouvé ça la phrase un peu bizarre, d'ailleurs, de dire tu veux dire que tu caches des trucs C'est clair. Et pourtant, moi, j'avoue qu'une bonne partie du bouquin, c'est le colonel Reyes que j'ai soupçonné. C'est pas Aussi. parce qu'on l'appelle le colonel, c'est parce Ouais. que qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Mais comme il est des services secrets, en fait, Ouais. il a raison d'être là. Qu'est-ce que t'allais dire, Vincent? Alors, j'allais dire que moi, c'était une autre phrase qui m'avait marqué. C'est au tout début du chapitre 1. Anne explique comment elle va faire la narration, donc à partir de sa propre histoire. Et toutes les parties où elle n'était pas là sont apportées par le journal intime de Sir Eustache Pedler, qu'il a eu la gentillesse de me proposer de publier. Donc à Oui. partir de cette phrase, je me la suis remémorée plusieurs fois pendant la lecture, en me disant ça peut pas être lui, puisque clairement, au moment où elle écrit, elle est en contact avec lui et clairement en contact cordial. Alors, Mais elle le dit à la fin qu'elle a quand même de l'affection pour lui. justement, Oui. on Mais va donc en il y a parler. eu ce retournement Bon. d'histoire, Alors. parce que sinon ça donnait la... Ouais. Bah oui, c'était trop facile. Donc effectivement, donc le colonel exulte parce qu'il a du coup, il a Anne à sa merci, il a force à faire venir aussi Harry. Ouais. On retrouve également Chichester, je crois que j'ai Oui, réussi c'est à le ça. dire du premier coup. Chichester. Mais en fait, son vrai nom c'est Minx. Hein. Oui. Donc c'est Minx qui est un roi du déguisement parce que c'était non seulement la femme de chambre, mais également l'homme de foi. Mais c'était aussi Miss Pettigrew, c'est-à-dire la nouvelle secrétaire de Sir Eustache. Ça, je m'en doutais un peu. Hein. Quand ils l'ont décrite. Bah, dès le début, elle dit qu'elle a l'impression de le connaître, de la et- connaître, mais elle sait pas d'où. Ouais. Tu te dis, Attends, et Anne, t'es pas un peu physionomiste voilà, il y a anguille sous roche. Surtout que ils ont bien réfléchi en disant, mais dis donc, Elle est un peu masculine quand même, non? ouais, l'homme de foi là, déguisé, tu penses pas qu'il pourrait pas se faire passer pour quelqu'un d'autre? Oh si, carrément. Et alors, tu te resservirais pas de cette information plus tard pour Non? Bon, d'accord. Tant pis. Puis en même temps, tu te dis dans le feu de l'action, c'est le genre de choses que tu vas dire et puis tu vas oublier après. Moi, Ouais, ça me choque tout pas à fait. forcément qu'elle a... Ouais. Alors que le colonel semble sur le point de triompher, donc le colonel Race et compagnie, qui ont été prévenus, interviennent, et ainsi le vrai colonel, Sir Eustache Pedler, est arrêté. Tout est bien qui finit bien, plus ou moins. On va apprendre que Sir Eustache va réussir à s'enfuir Ouais. peu après. Il sera également révélé que Rayburn, qui n'en est pas une dissimulation d'identité près, n'était pas Harry Lucas, mais bien l'héritier de la fortune dont Race bénéficie Pensez pour héritier, l'instant. voilà. Donc c'était John Hurdsley, quelque chose comme ça. Hurtsley, ouais, je pense. Hurtsley. Et voilà, et du coup, mais malgré cet héritage auquel il a droit, il va préférer rester sur l'île et vivre la vie d'aventure avec Anne Et leurs enfants. et ils vont faire des bébés, etc. Voilà, etc. parce que ça se passe comme ça. Voilà. Du coup, une fin... moi, je m'attendais pas à une fin comme ça. Non? Qu'est-ce que, maintenant qu'on a abordé l'intégralité du roman, qu'est-ce que vous en avez pensé de manière un peu plus détaillée? Ouais. Qui veut commencer? Bah vas-y Vincent, on t'écoute, honneur aux invités. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était assez différent des romans habituels d'Agatha Christie, déjà parce que quand on y pense, il n'y a pas de crime. Le seul crime auquel on assiste en tant que lecteur, c'est un accident. Cette personne qui tombe sur les rails du métro. Ouais. Et tous les autres crimes sont rapportés par la presse ou mentionnés indirectement, mais il n'y a pas un crime et il n'y a pas vraiment une dimension d'enquête. Non, Ouais, non, c'est quelque plus part, c'est un roman d'aventure, d'espionnage qu'un roman policier. Bah, il y a Nadine quand même. Oui, mais Nadine, on n'y assiste pas à son meurtre. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça se Et passe Nadine, son avant. meurtre est rapporté par la presse. Oui. Voilà. Donc, Et la police, et il y a puis il pas n'y a de- pas vraiment une dimension de résolution d'enquête. Non, pas du tout. Oui, c'est beaucoup de rebondissements avec des gens qui se déguisent, donc au bout d'un moment, on comprend que ça va être le thème principal, et donc on se pose plus la question qui est qui, mais on se laisse un peu porter par l'histoire sans vraiment chercher à résoudre, comme dans les vrais romans criminels d'Agatha Christie, puisque quelque part, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment les clés en main les informations en main pour pouvoir résoudre nous-mêmes. Exactement. Donc c'est un livre assez intéressant. Et on voit que c'est un livre de jeunesse, puisque c'est assez décousu. Il y a quand même des choses qui sont écrites dans le livre qui reviennent pas.
Bon, le surf, par exemple, mais aussi la pellicule photo qu'il retrouve à Londres. A priori, revient pas dans l'histoire. Alors, si, je crois qu'elle explique à un moment que Nadine voulait faire chanter... comment il s'appelle ? L'homme au complet marron. Ah, Rayburn. Rayburn, elle voulait faire chanter Rayburn en lui disant tiens j'ai tes diamants, et plutôt que lui ramener les vrais diamants, elle a ramené une boîte de pellicules identiques pour faire croire qu'elle les avait avec elle. Et elle les a fait tomber à ce moment-là dans la maison quand ils sont tombés de son sac quand elle a été assassinée. Oui, mais donc il les a pas reprises. Il y a quand même beaucoup de circonstances un peu tirées par les cheveux. Le meurtrier qui cherche à récupérer un papier et qui arrive à perdre ce papier. Oui. Oui, ça oui. La boîte des pellicules qui disparaît. Enfin, chacun laisse vraiment des petites pierres blanches derrière lui qui fait que Anne est portée d'événement en événement sans vraiment qu'il y ait besoin d'enquête de son côté. Ah, puis le coup du mousse aussi qui balance la pellicule à travers un hublot sans savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Bah on lui a dit de le faire, il a été payé pour ça. Oui, mais enfin déjà t'aurais pu être si tant est qu'il est pas un petit peu curieux et qu'il regarde ce qu'il y a dedans, bah il peut décider de garder les diamants. Ouais. Après bon, c'est quand même un moyen vachement aléatoire de demander à un inconnu de jeter un objet qui est assez facilement repérable via un hublot dont tu t'es pas 100% sûr manifestement que la personne à qui c'est destiné sera là. Ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, les mecs ils agissent avec beaucoup de légèreté quand même. Bon, en même temps, Nadine et Carton ont quand même été assez légers tout du long de l'histoire. Hein. Franchement, si la seule information à retenir, c'est cabine 71 le 22 à 1h du matin. T'as pas besoin de le marquer sur un papier. Pas besoin de le marquer quelque part, ouais. C'est ça. De quoi? Il y a beaucoup de choses comme ça. Attends, c'était le 10... Mais c'était cabine 17 le 22 ou c'était cabine 22 le 17? Putain, je sais jamais. Cabine 71 le... C'est ça. Mais il y a des choses qui étaient intéressantes. Donc on sent quand même le roman de jeunesse, oui. avec beaucoup de coïncidences, des parties de l'histoire qui semblent pas être vraiment reprises ou qui n'ont pas vraiment d'importance. Par exemple, ce message des services secrets que Sir Eustache doit rapporter au Zimbabwe, en Afrique du Sud. À un moment, il disparaît du récit parce qu'ils l'ont perdu et c'est tout, quoi. Et c'est jamais rementionné. c'est juste quelque chose qui a été mis dans l'histoire pour justifier qu'il y a un nouveau secrétaire qui aille avec Sir Eustache. Oui. Ouais. Ce secrétaire qui a juste entendu la conversation entre deux espions dans la rue, c'est quand même des espions un peu limités. Donc il y a quand même, c'est quand même assez tiré par les cheveux, assez gros. On voit que c'est pas la Agatha Christie des petits nègres ou de Roger Ackroyd. Oui, c'est ça. C'est son 3e roman, hein. C'est son 4e roman, donc c'est pas... Ouais. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on trouve des thématiques qu'il y a dans tous ces livres. Par exemple, l'archéologie ou paléontologie. Ouais. Alors que dans toutes les choses que j'ai pu lire sur Agatha Christie avant, tout le monde disait que sa passion pour l'archéologie lui est venue quand elle s'est mariée avec Max Mallowan, son 2e mari, en 1930. C'est ça. Mais parce que là, c'est en 1924, donc on voit qu'elle avait déjà un intérêt particulier avant. Là, les références archéologiques viennent d'une visite qu'elle a faite du musée de paléontologie au Cap quand elle était en Afrique du Sud pendant un tour du monde qu'elle a fait à ce moment-là. Elle a visité un musée d'archéologie et elle a pris tous les renseignements qu'elle pouvait parce que ça l'intéressait vachement et elle s'inspirait de ça pour écrire le roman. D'accord, donc on sent qu'elle avait l'intérêt avant son mariage. Ouais. Ah oui, déjà, de toute façon, elle avait un intérêt fort pour les voyages, pour tout ce qui était la recherche, les découvertes, la science, vraiment tout ça l'intéressait beaucoup. Elle a toujours une énorme curiosité pour beaucoup de sujets, en fait. Vincent, est-ce que tu avais d'autres points que tu souhaitais aborder par rapport à ce roman? Pas tout de suite, non. Pas spécifiquement. Ok. Ok. Moi, je l'ai bien aimé parce que je l'avais lu il y a longtemps. Je m'en souvenais plus vraiment. Et quand je l'ai relu, c'était avec plaisir. J'ai passé un bon moment. Je l'ai lu beaucoup plus facilement que les précédents, par exemple, alors que j'ai pas forcément beaucoup de mal à lire les autres. Mais celui-là, j'ai lu des plus grandes parties d'un coup. Et je me suis encore une fois totalement laissée porter par l'histoire. J'avoue que s'il y a des moments quand même, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ils exagèrent un peu, là, c'est un peu abusé. Ils se sont pas rendus compte que c'était lui. Mais pourquoi lui, il s'assomme sur la porte? Enfin, c'est n'importe quoi. Et en même temps, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire aussi parce que, comme je lis la biographie d'Agatha Christie en parallèle, j'ai fait les liens entre la vie d'Agatha Christie et ce qu'elle raconte dans le roman. Et c'était assez rigolo. Il y a pas mal de choses comme ça qu'elle reprend, dont j'expliquerai après dans la partie biographie.
Et c'est ça aussi qui m'a donné beaucoup de plaisir à lire le bouquin, c'est de retrouver des traces de ce qu'elle a vécu dans ce qu'elle a écrit et qu'elle a utilisé pour mettre en œuvre son intrigue. Rien que pour ça, j'ai trouvé que c'était quand même un bon boulot d'écrivain. Et c'est un roman, franchement, que je vous recommande de lire parce qu'il est vraiment léger, un bon passe-temps, et agréable et pas si oubliable que ça quand même. C'est pas un roman qu'on va lire et oublier dans les 10 minutes, quoi. À moi. Ouais, à toi. Du coup, 4e roman que je découvre, hein, parce que moi, comme je l'ai déjà précisé à nos auditeurs, j'ai connu principalement les romans les plus connus d'Agatha Christie, donc ceux-là, on va dire qui sont, on va dire, sans leur faire injure, les romans un peu plus mineurs, je les découvre un peu en même temps que les auditeurs. On commence déjà quand même à voir un petit peu les tendances d'Agatha Christie, que ce soit les tics d'écriture, les tics de narration, les tics aussi d'intrigue. Ouais. Parce qu'il y a des choses, parce que vous disiez qu'il n'y a pas vraiment de meurtrier, mais quand même, ça fait 4 romans que je lis d'Agatha Christie sur 4, où on doit quand même identifier une personne secrète et toujours un meurtrier. Donc même quand c'est des romans d'aventure, il y a toujours une personne dont l'identité est masquée. Donc ça, c'est le premier point. On remarque aussi que, de manière générale, Agatha Christie, quand elle écrit des romans d'aventure, elle se lâche beaucoup plus sur le ton. Oui. Sur ses analyses qui sont, je pense, un peu plus mordantes que dans les Poirot. Poirot, on est vraiment, enfin en tout cas ceux que j'ai lus, on est vraiment quand même assez concentré sur l'enquête et on s'éparpille pas. Alors que là, bon, en même temps, c'est un peu le propre aussi du personnage d'Anne qui est très volubile. Qui du coup, voilà, elle s'intéresse à des choses, elle nous fait part un peu de ses avis sur la société, sur la condition des femmes, ça elle se prive vraiment pas, hein, Non, c'est clair. pour se moquer des hommes. À un moment, j'aime bien, elle parle des vieux ringards qui lui parlent de sa taille de guêpe, etc. Elle dit, ouais, qu'est-ce que c'est que cette expression, c'est rigolo de se dire ça, quoi. Il y a plein de petites réflexions comme ça, comme la phrase que j'avais relevée sur les femmes, les hommes qui sont toujours un petit peu naïfs. Il y a un truc par contre qui m'a gêné. Ce qui m'a le plus gêné dans le roman, en fait, c'est la fin. La fin où finalement tout le monde vit la situation, le dénouement avec beaucoup de légèreté, je trouve. Que ce soit Sir Eustache, en fait, il a face à lui quelqu'un qui se rapproche dangereusement de son secret, mais il la laisse. Et pourquoi il la laisse vivre ? Parce qu'elle a de jolies jambes. Ouais. Et il l'a dit, elle a de jolies jambes. Il est sous son charme. Et elle a des yeux humides. J'aime bien cette expression, elle a des yeux humides. Moi, je n'ai jamais dit ça à personne. Hein. Mais voilà. Et c'est ça qui me gêne, parce que quand même, Anne, c'est une femme qui a quand même plein de qualités, mais si elle survit, c'est quand même, elle est un petit peu bonasse, quoi. Mais oui. Donc... C'est aussi un point de vue sur comment les hommes percevaient, d'après Christie, les femmes à cette époque-là. Ouais, mais alors, et par contre, le deuxième point, c'est que moi, ce qui m'a aussi un petit peu surpris, c'est que finalement, quand même, le mec Eustache qui s'échappe, et puis elle, finalement, elle est plutôt contente, parce qu'elle s'était attachée à lui, alors que globalement, il a rien fait pour être attachant. Je veux dire, c'est un relou du début à la fin. On va pas se le cacher. Et finalement, elle le trouve attachant. Sachant que quand même, elle le trouve attachant, mais... Il a essayé de la tuer. Il a essayé de la tuer, il est indirectement responsable de la mort de son beau-père, hein, parce que je veux dire, oui. le père de John Rayburn, enfin appelez comme vous voulez, s'est suicidé à cause de la disgrâce de son fils, la disgrâce qui a été organisée en partie par le colonel. Mais c'est pas grave, il avait l'air sympa, donc je suis content qu'il soit dans la nature, quoi. Et puis limite après, il s'envoie des petites lettres, des petites cartes postales, wesh la famille, que ça va, quoi. Donc, ça m'a un petit peu chagriné, parce que du coup, je trouve que ça rend le ton un peu trop léger. C'est vraiment un roman de divertissement, ouais. Et c'est pas un vrai thriller, en fait. Et d'ailleurs, j'ai lu, moi aussi, j'ai un peu fait mes devoirs, pas autant que toi, mais j'ai lu quand même certaines choses sur la page Wikipédia anglaise de ce roman, qui disait que toute sa vie, en fait, Agatha Christie, avait avoué sans aucun problème avoir beaucoup d'affection pour le personnage de Sir Eustache. Mais il y avait une raison, parce qu'il est inspiré d'un personnage... Également, voilà, c'est ce que j'allais dire. À qui elle doit notamment cette possibilité d'avoir fait ce merveilleux voyage, quoi. Je vais te laisser
développer cette partie. Oui. Mais voilà, globalement, ça reste un bon roman, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Simplement, des fois, j'aimerais que ce soit un peu plus sérieux, un peu plus trépidant. Ça va venir dans la suite. On est vraiment un peu peur pour les héros, quoi. Mais je pense que... Là, en fait, c'est des gens qui sont tellement pleins de ressources, et puis ils prennent tout un petit peu par-dessus la jambe, qu'à un moment, elle est dans la merde jusqu'au cou, elle dit « Oui, finalement, la vie d'aventurier, c'est pas tout à fait... c'est pas aussi folichon que ce que j'aurais cru. Bip, bip, bip. » Et puis après, elle se libère, elle se barre, quoi. À aucun moment, tu sens vraiment un danger sur elle, quoi. Oui, mais bon... Après, pour Agatha Christie, l'écriture de ce genre de roman d'aventure, c'était vraiment une respiration par rapport au... Elle l'a écrit dans une période où elle a écrit plusieurs nouvelles de Poirot, qu'on va lire pour le prochain épisode. Elle a plusieurs romans en cours, elle a plusieurs histoires en cours, et ça, c'est vraiment le roman qu'elle a mis en œuvre au cours de son voyage, qu'elle a imaginé. Et c'est vraiment une distraction pour elle, cette écriture-là. Et c'est un moment où elle l'a écrit, elle ne pensait pas encore en faire son métier. Pour ça aussi, je pense qu'il est peut-être un peu moins... abouti que certains autres de ses livres, et qu'il peut y avoir des choses comme ça qui paraissent un peu en décalage ou pas forcément justifiées. Ouais. Question rapide, du coup on a déjà abordé, mais pour bien faire le point, est-ce que l'un d'entre vous ou l'un d'entre nous avait trouvé le coupable à l'avance? Et quand je dis trouver, c'est pas j'y ai pensé pendant 30 secondes, voilà. Non. Est-ce que l'un d'entre vous s'était forgé une conviction sur c'est lui? Non. Vincent? Non, moi non plus. À un moment, je me suis demandé, mais comme à cause du fait que c'était que l'histoire est racontée en partie par le journal de Sir Eustache, je me suis dit que c'était pas possible. Je voyais pas comment elle allait s'en sortir, donc non. Ouais, bah moi pareil, j'ai soupçonné beaucoup de monde, comme toi, je crois que c'est toi Vincent qui en avait parlé. J'ai beaucoup soupçonné Raïs parce que non, c'était moi. C'était toi, ouais. Parce qu'il semblait vraiment trop en savoir sur tout le monde, et puis bon bah l'espion qui est en fait un... Ça me paraissait un peu gros, l'espion qui est là comme ça, comme par hasard, au bon endroit, au bon c'était moment. Quand même assez bizarre. Surtout qu'il fait du gringane, qui essaye de la séduire, qui veut l'épouser et tout. Ah, mais d'ailleurs, oui, si. Encore une fois, une demande en mariage refusée. Tout à fait. Dans un roman d'Agatha Christie. Et puis ce Eustache qui était un petit peu vexé aussi, qui disait ouais, mais dis donc, quand lui il est là, les femmes se détournent de moi, c'est pas cool. C'est pas juste, oh. Bref. On va maintenant aborder la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Et ça, c'est ta section. Oui. Donc pour situer ce roman dans la vie d'Agatha Christie, nous allons devoir retourner un peu en arrière et reprendre le cours du voyage dans les dominions britanniques qu'elle a effectué en 1922. Pour mémoire, Archie, le mari d'Agatha, s'est vu proposer par le major Belcher un poste d'assistant lors d'un périple de plusieurs mois dans les possessions britanniques afin de préparer une exposition prévue en 1924 avec pour thème les produits de l'Empire britannique. Et Agatha accompagne son mari. Elle laisse son enfant à la garde de sa sœur et de sa mère. C'est pendant ce voyage qu'elle aura l'idée du roman, même si elle attendra leur retour pour se mettre réellement à l'écriture. Le major Belcher la taquine beaucoup sur son métier d'écrivaine et lui demande, avec assez d'insistance, de faire de lui le héros d'un de ses romans. Lors d'un dîner préparatoire au voyage dans sa demeure de Dorney, qui s'appelle Le Moulin, il lui suggère même un titre, Le mystère du moulin. Agatha s'inspirera grandement du major pour créer le personnage de Sir Eustache Pedler. On le reconnaît à son humeur instable, son souci de son confort et ses caprices. Agatha en dira dans son autobiographie « Ce n'était pas Belcher, naturellement, mais il employait certaines de ses expressions et racontait certaines de ses histoires. » Le secrétaire particulier du major a également influencé celui du secrétaire de Sir Eustache. Elle décrit Mr. Bates, donc le secrétaire du major Belcher, comme ayant le physique d'un traître dans un mélodrame, avec ses cheveux noirs, ses yeux vifs et son aspect sinistre. Ce qui est pas sans rappeler justement le secrétaire Paget, le secrétaire de Sir Eustache. On retrouve dans l'héroïne du roman le goût de la romancière pour les personnages féminins forts et indépendants, mais aussi son attrait pour la romance via celle qui va se lier entre Anna l'aventurière, comme Christie la surnomme, et le fameux homme au complet marron. On retrouve tout au long du roman l'inspiration qu'a été pour Agatha Christie ce si long voyage. Le paquebot sur lequel Anne s'embarque se nomme le Kilmorden Castle, et les Christie ont voyagé sur le Kildonan Castle. Anne souffre du même horrible mal de mer que sa créatrice, qui lui fera par ailleurs dire « Ce n'est pas très romanesque pour une héroïne d'avoir le mal de mer ». Une manière aussi un peu, je pense, de se moquer d'elle-même.
La description de l'Afrique du Sud, l'émerveillement face aux chutes Victoria, une de ces 7 merveilles du monde, donc une des merveilles pour Christie, le périple en train, la découverte de la Rhodésie, qui correspond au Zimbabwe actuel, les animaux de bois achetés 3 fois rien si compliqués à transporter, les mines de diamants, l'agitation sociale à Johannesburg, sont quelques exemples de l'influence immense qu'a eu ce voyage sur l'auteur. À noter bien évidemment la scène où Anne découvre le surf et qui fait bien entendu penser à la même découverte qu'Agatha a faite en Afrique du Sud. En lisant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle prêtait très certainement à son héroïne le plaisir qu'elle-même a ressenti dans les mêmes circonstances. Oui, ça c'est assez clair. Ah mais complètement, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle faisait le récit de sa première expérience du surf. Mais elle parle aussi de la passion d'Anne pour le café glacé. Oui. Et je me suis demandé si c'était pas aussi un truc. Je pense aussi que c'est un truc qu'elle avait. Lors du voyage, Agatha Christie a eu la chance de visiter les mines de diamants de Kimberley. Elle raconte cette visite dans une lettre à sa mère. Elle y décrit les pierres brutes, les différentes couleurs qu'elles peuvent avoir, leurs valeurs. Mais je suis pas sûre qu'elle avait déjà conscience à l'époque de l'importance qu'auraient eu les pierres brutes dans son futur roman. Ça a été vraiment une inspiration pour moi qui est venue un peu plus tard avec la construction de l'histoire. Lors de sa visite du Cap, elle a pris le temps de se familiariser avec les documents du musée sur l'histoire et la préhistoire. Peut-être qu'on peut y voir aussi les prémices de l'homme au complet marron. Elle a peut-être l'idée de cette fille de scientifique et ça a pu lui donner une idée pour construire son histoire. Mais enfin, il y a seulement Agatha pourrait nous le dire. Elle commence donc la rédaction du roman en 1923 et le propose en 1924 à John Lane, l'un des associés de la maison d'édition The Bowley Head. Celui-ci pourrait refuser le roman, en regrettant qu'Agatha Christie ne continue pas sur sa lancée de romans policiers. Il est persuadé que le public n'appréciera pas ce roman à mi-chemin entre aventure et espionnage. Mais il constate de réels progrès dans l'écriture, notamment sur les dialogues, et accepte de le publier. Ce sera l'avant-dernier roman d'Agatha Christie pour cette maison d'édition. En effet, elle se rend compte que lorsqu'elle a signé son contrat avec l'éditeur, elle était naïve et jeune auteur, et l'accord n'était pas à son avantage. Elle a donc décidé de prendre un agent littéraire qui lui trouve un meilleur contrat chez William Collins Sons & Co., une maison d'édition dynamique et présente dans le monde entier. Son contrat prévoit notamment une avance de 200 livres pour chaque ouvrage, sachant que son livre précédent lui avait rapporté 20 livres, et des droits d'auteur substantiels. En attendant d'être libérée de ses obligations envers The Bowley Head, Agatha discute fermement les conditions de ses publications, notamment encore une fois dans le choix de la couverture du roman qui nous intéresse aujourd'hui. Le projet de couverture qu'on lui soumet ne lui plaît absolument pas. On dirait que la scène se passe sur un chemin de fer infesté de brigands à l'époque médiévale, plutôt que dans une station de métro. Cela ne lui convient pas, et elle exige quelque chose de plus moderne. L'Evening News propose de publier L'homme au complet marron en feuilleton, et offre 500 livres pour cela, 20 fois plus que ce qu'avait rapporté la mystérieuse affaire de Styles. C'est donc décidé, Agatha sera écrivaine. Quelques petits trucs en plus. On retrouvera les colonels Race dans d'autres romans. Carte sur table en 1936, Mort sur le Nil, un de mes préférés, en 1937, et Meurtre au champagne en 1944. L'homme au complet marron sera publié sous forme de feuilleton dans les Evening News sous le titre Anna l'aventurière. Titre qu'elle détestera d'ailleurs. Qu'elle va détester alors qu'elle appelle elle-même son héroïne Anna l'aventurière. Mais je pense que c'est plus un petit côté affectueux et elle trouve que ça ne convient pas du tout pour en faire le titre. Le roman a été adapté en bande dessinée en France et la bande dessinée a été traduite en anglais et publiée au Royaume-Uni et au Canada. Les 500 livres qu'Agatha Christie a reçus pour la première publication ont payé sa première voiture, une Maurice Colley grise. Grise. I got cheese. Donc une Maurice Colley grise, même pas, au nez tout rond. Elle raconte que recevoir cette voiture et dîner avec la reine à Buckingham Palace, 40 ans plus tard, ont été les 2 moments forts les plus marquants de sa vie. Et j'ai également lu que la Maurice Colley jouait un rôle lors de sa disparition. Oui, complètement. On en reparlera dans 2 ans. Enfin, dans 2 ans d'Agatha Christie, pas dans 2 ans de podcast. Ouais. Toi, Vincent, est-ce que tu as l'air de connaître un petit peu aussi l'histoire d'Agatha Christie? Oui, dans les grandes lignes. Hein. Je n'étais pas au courant pour la voiture grise. Grise. Mince, ce sera pas coupé. Ah non, ce sera sûrement pas. Mais ça n'aurait évidemment pas été coupé. Je sais bien. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Vas-y, dis-le maintenant correctement. Maurice Colley grise. Vas-y. Maurice Colley grise. Ah, tu vois. Je l'ai fait exprès. Mais bien sûr.
Donc, bref, tu voulais demander quoi, Vincent? Non, bah en fait, je posais la question déjà, donc c'est tout. D'accord. Ok. Donc, on était arrivé aux Adaptations. les adaptations. Bah, il y a peu d'adaptations de L'Homme au complet marron. La principale est un téléfilm américain de 1989. On y retrouve Stephanie Zimbalist dans le rôle de Anne Bedingfeld. C'était elle qui jouait Laura Holt dans les enquêtes de Remington Steele. On trouve aussi Ken Howard dans Colonel Hayes et Edward Woodward qui joue sur Sir Eustache. Il existe également une version en bande dessinée parue en 2005 avec Hugo au scénario et Mohamed El Baïri au dessin. Et après quelques recherches, j'ai pas trouvé d'autres œuvres de ces deux auteurs, à part les adaptations d'Agatha Christie en fait. Et c'est également le 17e épisode de la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Greg et moi avons regardé le téléfilm de 1989, Ouais. qui est encore une fois une adaptation fidèlement libre. Ouais, alors bah déjà la principale modification, c'est qu'il y a une transposition et de lieu et d'espace, parce qu'on Exactement. se retrouve dans les années 70, je crois. 70-80, je pense. Hein, Ouais. c'était, Et que là, l'intrigue est vraiment tournée autour plutôt des États-Unis, plutôt que les États-Unis et l'Égypte. Ouais, et plutôt que l'Égypte. Voilà, ça se passe entre les États-Unis et l'Égypte, plutôt qu'en Europe. l'Europe est évacuée. Par contre, il y a une partie en Égypte ou en Afrique du Sud quand Non, même? c'est l'Égypte. L'Égypte, hein. À chaque fois, il parle d'Égypte. Comme tu le disais, on retrouve Stéphanie Zimbalist. Bah voilà, Remington Steele. Je pense que selon l'âge de nos auditeurs, hein, Ça ça parlera ou non. Oui. plus ou moins. Mais, Bref, la série qui a lancé mais, Pierce mais, Brosnan. mais je pense que Vincent pourra nous en parler, parce que qui y avait dans Remington Steele, Vincent? Et Pierce Brosnan, c'est même la série qui l'a empêché d'avoir le rôle au début des années 80, puisqu'il rôle était de sous James contrat. Bond. Le rôle de James Bond, Ah. pardon, oui. C'est-à-dire qu'il aurait dû prendre la place de qui? Timothy Dalton. D'accord. Mais il était sous contrat et il n'a pas pu. D'accord. Bah, finalement, ça n'a été que reculer pour mieux sauter, parce qu'il a fini par être l'homme, l'agent 007. Par contre, c'est vrai qu'entre, je suis pas spécialiste de sa carrière, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une petite traversée du désert, quoi. Et il a fait un très bon film avec Michael Caine qui s'appelle Le Quatrième Protocole, un Ouais. film d'espionnage que je vous Ouais. conseille. Mais c'est vrai que oui, il crevait pas l'écran. Ouais. Enfin bref, on va revenir à Agatha Christie. Ah mais oui. Donc l'adaptation, globalement, comme d'habitude, ça évacue quand même certains détails. Il y a des histoires qui sont pas résolues. Par exemple, l'histoire de Padgett, on dit juste qu'il a l'air louche, mais après, Ouais, c'est ça. finalement, il fait Plus plus que ça. partie des suspects. On sait pas trop pourquoi. Ça reste plaisant à suivre, mais là, par contre, là où je trouve que c'est très fidèle quelque part, c'est dans le côté très léger De Anne. de Anne, Ouais, qui est vraiment une aventurière hyper dynamique. Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi l'interprète principal, parce que sans m'être fait vraiment une idée de à quoi elle pouvait ressembler dans l'interprétation et dans le côté un peu exubérante, etc., on retrouve un petit peu, même parfois un peu trop, parce que même dans les manières générales de jouer des gens, il y avait parfois de grands gestes, etc. Ouais. Notamment elle, quand elle court après le train, qu'elle essaie de s'attraper, elle court en agitant, en faisant des grands mouvements avec les bras, que personne comme ça, je pense, personne au monde. Je crois pas, ouais. Et puis pareil que dans le roman, la fin qui survient, et on a l'impression que oui, le criminel est arrêté, mais que c'est pas là l'essentiel. Moi, je m'attendais presque à ce qu'à la fin, ils prennent ça un peu en façon comédie musicale, voilà. Et le crime, c'est pas gentil. Là, là, là. Et tu vois, c'était très bizarre, quoi, mais ça reste. Ça y est. Désolé. Bon. Bref, ça reste une adaptation très correcte. Ça reste une adaptation assez correcte, dont la mise en scène a quand même un petit peu vieilli, comme années souvent 80, dans les adaptations, mais globalement plaisant à suivre. Exactement. Ça reste assez plaisant à suivre et je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. Et ça reste assez plaisant à suivre. Complètement, Ça, assez plaisant. c'est Ouais. très important.
C'est très important. J'espère que nos auditeurs comprendront le message. Vincent, est-ce que pour toi c'était intéressant à suivre? L'adaptation, je l'ai pas vue. Ah ben voilà, donc Ben c'était voilà. intéressant. C'était Non, mais il y avait passionnant. pas... Voilà, c'était intéressant à suivre. Voilà, Il n'y a jamais aucune obligation pour nos invités Non. de voir les adaptations. Je savais qu'il avait pas regardé en plus. Ah, Mais Non, je dois dire, je suis toujours un peu hérissé par les adaptations d'Agatha Christie qui se passent à l'époque contemporaine à l'adaptation. ouais. Je suis d'accord aussi. Ça fait que j'ai beaucoup de mal à regarder les Ustinov, alors que j'aime beaucoup les David Suchet Ouais. pour Poirot. Mhm. Ces Poirot, ils doivent toujours avoir un côté Un peu désuet. un peu désuet, un peu dépassé. C'est pour ça que je trouve vraiment horrible les dernières versions avec Kenneth Branagh qui en font quelqu'un de cool, d'un peu agent secret, enfin quelqu'un qui correspond plus du tout au Poirot littéraire, à part qu'il a une grosse moustache. Et les Ustinov qu'ils avaient fait le choix de remettre à l'époque, ça en perd, je trouve. C'est bizarre de voir Poirot habillé en tenue en lin avec sa moustache retroussée dans les années 70-80, je Ouais. trouve. Ouais. Et pourtant, Le Mort sur le Nil avec Peter Ustinov est Ouais. vraiment excellent. Oui, mais ça, c'est un de ceux qu'ils ont fait le choix de faire à l'époque où il est censé se passer. Ouais, c'est peut-être pour ça. Parce qu'en fait, avec Ustinov, ce que tu as, sauf erreur, c'est 5 films cinéma qui se passent à l'époque de l'écriture des romans, Ouais. et après une série télévisée qui, Ah oui, elle, non, la série, elle était... est pourrie. Oui. Enfin, j'ai pas aimé en tout cas. La série, j'ai pas aimé. Non, c'est clair que la série est beaucoup moins bonne que les films. Je suis en train de voir que dans la version adaptée, il se fait renverser par un taxi, plutôt que de tomber sur le métro. Oui, c'est ça. Il se fait renverser Tout à par un fait. taxi. C'est vrai. Anne est photographe. Oui. Elle est juste en voyage en fait et elle échange son billet d'avion contre sa place sur le bateau. C'est ça. Oui, Ouais, il y a quelques trucs comme c'est ça. quand même, voilà, C'est quand même relativement fidèle. ça, c'est pas choquant, ils sont pas obligés de rester. Oh. Mais en plus, c'est vraiment une spécificité de certaines lignes du métro de Londres d'avoir un rail électrique au sol. Oui. C'est-à-dire Ouais. que si quelqu'un tombe sur la plateforme, il s'électrocute et il meurt sur le coup. Donc, oui, c'est de ça qu'il meurt en fait. Il meurt pas de sa chute sur la plateforme, il est pas Ah non, non. Tout à fait. Non, c'est vraiment- Et pour te dire, je l'avais noté et je me suis dit, ben non, j'ai peut-être mal compris et du coup, je l'ai pas repris dans mon résumé. Et c'est bien de le préciser, comme ça, je n'avais pas complètement rêvé. J'étais pas sous substance illicite au moment où j'avais lu ni rien, donc Non, c'est tout va ça, bien. tout va bien. Donc j'avais bien fait Voilà. d'écrire électrocuté dans mon roman. Voilà. Mhm. Et Je du pense coup, que- pour l'adaptation des petits meurtres D'Agatha Christie, cette si on a l'épisode, mais on ne l'a pas encore ouais, regardé. cette fois-ci. Tout simplement parce qu'on est parti en vacances en cours de route. Oui. D'ailleurs, on aurait dû enregistrer cet épisode à Rome et puis pour des petites avec toi, Vincent, et puis pour des petits soucis de planning respectifs et puis voilà aussi parce qu'on On est en vacances. n'a pas toujours que ça à faire de lire. Voilà. On n'a pas pu faire ça, donc on se rattrape, mais chacun chez soi. Exactement. Donc, globalement, c'est un roman qui plaît Oui, pour tout le monde. c'est vrai. Est-ce que vous le Oui. recommandez? Oui, tout à fait. Moi, par rapport à ce que disait Greg tout à l'heure, que c'est pas forcément un de ceux qu'on a lu quand on s'est limité à lire les grands classiques d'Agatha Christie, je suis vraiment content de l'occasion d'avoir pu le découvrir. Ça a un côté C'est assez chouette, ça. frais, assez simple. Un roman de gare, on va dire, enfin sans un D'accord, côté ouais. péjoratif, mais un Ouais, roman ouais. qui se lit facilement, si on veut juste le prendre et lire quelques pages comme ça. C'est un peu moins intense, moins complexe que les autres Agatha Christie plus connus peut-être, où vraiment on est hyper investi dans l'histoire et on cherche à tout prix à connaître le meurtrier avant qu'il soit révélé. Donc D'accord. vraiment intéressant, oui, je conseille. Ok, d'accord, très bien. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir. C'était très agréable. Merci Vincent. Merci à vous de m'avoir invité. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Agatha Christie est un podcast. Agatha Christie est un podcast du label Podcut. Vous pourrez le retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord Podcut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de Podcut. Agatha Christie est aussi présent sur les réseaux sociaux, Twitter @Agatha Christie, Instagram @Agatha Christie aussi, et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Christie. On se retrouve le mois prochain pour les enquêtes d'Hercule Poirot. Tout à fait. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Ah oui. Ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.